Installation officielle ce matin du comité ad hoc chargé d'instruire et de faire des propositions au gouvernement sur la question de l'accaparement des terres et la privatisation des pâturages. La fondation Tatali Ali a officiellement lancé ses activités hier dans le Boboy. C'est dans le canton de Koigolo qu'a eu lieu la cérémonie. La force conjointe nigéro-tchadienne a repris la ville de Malam Fatouri à Boko Haram. Les éléments engagés dans l'opération Maïdounama ont eu en reconnaissance de cette victoire la visite des chefs d'état-major nigériens et tchadiens. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Le président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou, a regagné Niamey ce matin en provenance des États-Unis d'Amérique où il a effectué une mission de travail. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le premier ministre-chef du gouvernement, Brigitte Raffini, avant d'être salué par les corps constitués. Aux États-Unis d'Amérique, le président de la République, Issou Mahamadou, était l'invité d'honneur cette année de Harvard University où il a présenté un panel au John Fitzgerald Kennedy Forum sur la démocratie en Afrique et le progrès. Issou Mahamadou a retracé l'histoire du continent, de la démocratie comme facteur de progrès, de stabilité et d'unité. Le chef de l'État a répondu aux questions des étudiants de la faculté de politique du School of Government sur sa vision sur la coopération Nord-Sud et Sud-Sud. Dans mon discours, si nous devons nous développer, il faut cohérence, il nous faut une identité. Parce qu'on a été, comme vous l'avez appelé, victime de clichés, de stéréotypes. Et puis, notre esprit a été asservi. Donc il faut qu'on se libère. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Dans le cadre du programme de Renaissance, nous avons engagé cette renaissance culturelle dont le Niger a besoin. Parce que nous nous sommes rendus compte que toutes les étapes de développement que les sociétés ont parcouru, toutes ces étapes ont eu pour support des superstructures culturelles. Et ce sont ces superstructures culturelles que nous sommes en train de mettre en place au Niger. Et par exemple, nous sommes déterminés à accompagner aux Nigériens qui ne peuvent sortir de la situation to understand that they cannot que par notre travail, c'est le travail qui fait la richesse. Nous devons combattre cette mentalité d'assister
qui a été développé des années et des années. Et c'est pour ça que dans le discours, je disais qu'il faut que l'Afrique, et le Niger en particulier, s'oriente plutôt vers le commerce, mais vers le commerce équitable, au lieu d'attendre tout de l'aide publique au développement. Donc nous avons cette infrastructure culturelle que nous sommes en train de mettre en place afin que les Nigériens soient fiers d'abord d'eux-mêmes, afin que les Nigériens retrouvent leur identité, afin que les Nigériens se débarrassent de l'aliénation qui a été une des conséquences de la domination coloniale. C'est la condition d'un nouveau départ. Et ce nouveau départ que nous sommes en train de préparer à travers la renaissance culturelle du Niger. Un des objectifs. Et puis, avant de venir ici, j'étais à Washington, où j'ai eu des rencontres avec la directrice du FMI, parce que le Niger a un programme avec le comité financier, avec le FMI. J'ai eu également une rencontre avec le président de la Banque mondiale. Voilà donc les trois objectifs. Rencontre avec le FMI, rencontre avec la Banque mondiale, et puis ici, rencontre avec vous, on est en train de discuter, on est en train de charger sur les problèmes de l'Afrique. Et enfin, que peuvent faire les États-Unis, je crois? J'ai bien compris, c'est ça votre question. Les États-Unis peuvent faire beaucoup. C'est à dessein que j'ai rappelé la citation du président Truman. Je pense qu'il faut que les États-Unis reviennent à cette vision, à cette conception, selon laquelle le développement du Sud servira la croissance au Nord. Mais si le Sud s'appauvrit, il sera extrêmement difficile aux pays développés de sortir de la crise économique et financière. Parce que vous avez atteint un domaine, parce que plus on se développe, moins on peut se développer, c'est la fameuse loi de rendement de croissance. Mais par contre, vous pouvez échapper à cette loi de rendement de croissance si vous développez le Sud. Parce que, depuis un temps où les pays mondiaux pouvaient, comme je l'ai dit dans le discours, conquérir de nouveaux marchés, conquérir de nouveaux pays. Quand il y a une crise dans un pays, cette crise peut être surmontée en cherchant de nouveaux marchés. Aujourd'hui, il n'y a plus de marché, il y a une crise, comme je l'ai dit dans votre demande, qui fait qu'il n'y a plus de nouveaux marchés. On ne peut plus s'étendre de manière horizontale, on ne peut plus s'étendre dans l'espace, mais il faut essayer de développer la résilience des économies de l'économie mondiale, en particulier des économies des pays développés. Il faut développer leur résilience en développant les marchés, en développant les pays sous-développés. C'est cela qui renforcera la résistance de l'économie mondiale, et en particulier de l'économie américaine aux crises. C'est simple. C'est vraiment ce que j'ai dit, la citation que j'ai faite du président Truman, c'est ça que j'attends les États-Unis. Bien sûr, nous préparons beaucoup actuellement dans beaucoup de domaines, dans le domaine de la sécurité, en particulier dans la lutte contre Boko Haram. Nous travaillons beaucoup avec l'Amérique. Effectivement, nous avons besoin dans nos pays d'investissements directs étrangers, parce que quand on regarde les statistiques aujourd'hui, l'Afrique est le continent qui reçoit le moins d'investissements directs étrangers. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour attirer ces investissements? À condition, bien sûr, que ces investissements se fassent dans le cadre d'accords gagnant-gagnant. Il faut éviter les erreurs du passé où on vient investir et puis on vit les richesses, on nourrit le pays. Il faut que l'investisseur gagne, il faut que le pays qui reçoit l'investisseur également gagne. C'est un peu avec cet esprit-là que nous travaillons. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de construire des États démocratiques. Nous sommes en train de construire des États de droit. Donc des États qui sont capables de sécuriser juridiquement les investissements qui sont faits dans nos pays. C'est à cela qu'on s'emploie. Par exemple, au Niger, nous avons créé un cadre pour le partenariat public-privé et ça marche. Il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent investir dans ce cadre-là. Il y a beaucoup de dispositions légales qui protègent l'investissement. Maintenant, vous me dites que les réunions peuvent être un obstacle.
à ce que les agresseurs viennent chez nous. Les menaces terroristes, les menaces des organisations criminelles. Vous savez, il n'y a pas de pays où les risques sont nuls. Dans tous les pays, il y a des risques. Aujourd'hui, le terrorisme n'a pas de frontières. Quel est le pays, la nation la plus puissante? C'est les États-Unis. Est-ce qu'elle a été à la vie du terrorisme? Il y a eu le 11 septembre. Vous voyez? Donc, il ne faut pas croire qu'il faut que les risques soient nuls pour pouvoir venir investir dans nos pays. C'est ce que moi je dis aux investisseurs venez. Et en tout cas, pour l'instant, le Niger est un pays en paix en sécurité, bien que ce soit entouré de pays où existe le terrorisme. Ça existe au Mali, ça existe en Libye, ça existe au Nigeria, mais vous voyez, le Niger est en paix et en sécurité, et j'espère que cela va durer. Dès le nouvelle de l'indépendance, la question s'est posée. L'Afrique était divisée sur la question de l'unité. Il y en avait qui étaient pour, il y en avait qui étaient contre. Quelqu'un comme moi, comme je le disais, a vu très tôt la nécessité pour le pays africain de s'unir pour être plus fort. D'autres n'ont pas eu cette vision, ça nous a beaucoup retardé. Mais les choses sont en train de changer. J'ai fait allusion tout à l'heure à l'agenda 2063. Là, les chefs d'État africains ont décidé d'un certain nombre d'axes par rapport auxquels il faut travailler. Et ces axes, c'est le panafricanisme, ces axes, c'est la démocratie. Parce qu'au fond, pour être ensemble, il faut avoir de mêmes valeurs. Donc il faut que petit à petit, au niveau de la vision, au niveau des valeurs qui nous serviront de base pour la gouvernance, nous nous mettons d'accord. C'est le cas de l'Union européenne, par exemple. Pourquoi les pays européens sont ensemble? C'est parce que ces pays partagent les valeurs. Donc le point de départ, c'est l'identification et le partage des valeurs. C'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous faisons dans la perspective de l'agenda 2063. Mais aussi, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau régional. Vous savez, l'Afrique a 5 régions, et dans la région de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, que je connais bien. Là, nous faisons beaucoup d'efforts, nous faisons beaucoup de choses ensemble pour renforcer l'intégration. J'ai cité tout à l'heure la boucle ferroviaire, par exemple, au niveau des infrastructures. Nous faisons ça ensemble avec 5 pays, le Togo, le Bénin, le Niger, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Nous faisons également, toujours au plan des infrastructures énergétiques ensemble. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de la CEDEAO toujours, nous avons mis en place un tarif extérieur commun. Nous sommes en train de construire un marché commun. Et nous avons en chantier notre objectif qui est extrêmement important, c'est la monnaie unique, la monnaie commune, qu'on appelle ECO. Et on a eu la chance d'avoir été désigné par le chef d'État de la CEDEAO pour travailler sur ce chantier avec le président Mama du Ghana. Notre objectif, ça serait qu'en 2020, les 15 États de la CEDEAO aient une monnaie unique. Donc, l'Afrique est en train de bouger. Nous allons faire, nous, ce que nous pouvons. Notre génération fera ses calculs et nous passerons le relais pour les gens. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2015 se poursuit et par un vote de 74 voix pour, 0 contre, 0 abstention et adopté le projet de loi portant code de procédure civile compte rendu Sen Soumaïl Ibrahim et Tahirou Hassan. Programmé pour être examiné en 10 jours de plénière, la représentation nationale n'a eu besoin finalement que de 3 jours pour adopter les 664 articles du projet de loi portant premier code de procédure civile. Mesdames et Messieurs les députés, par le présent vote, nous venons d'adopter le texte en examen. Ainsi, la loi portant code de procédure civile est adoptée. Il y a pour 74, contre 0, abstention 0. La loi donc est adoptée.
Un document qualifié d'historique par le commissaire du gouvernement qui a salué l'intérêt que les honorables députés ont porté à ce code. En prenant la décision historique de donner à nos concitoyens les moyens de mettre en œuvre les droits que leur reconnaissent le Code civil et les autres textes de la République. C'est une décision aussi historique que salutaire parce que 55 ans après notre indépendance, il n'est pas acceptable que même du point de vue symbolique, notre pays n'ait son propre code de procédure civile et que nos juridictions n'aient à appliquer jusqu'à nos jours que des textes coloniaux épars et totalement détachés de nos réalités. C'est une décision courageuse et difficile parce qu'il s'agit de rapprocher la manière de procéder de nos juridictions des aspirations profondes de nos populations, en tenant compte de la marche du monde et des principes universels du droit. C'est un équilibre difficile et délicat, parce que la propension de se laisser aller à l'imitation est trop grande, et aussi parce que le refus de toute imitation peut être une mésaventure. Il est bien évident que dans cet exercice, il est absurde de rechercher la perfection absolue dans un domaine qui n'est susceptible que de principes relatifs et souvent de règles impératives. C'est pour cela que nous n'avons voulu rien changer lorsque cela n'est pas absolument nécessaire, tant il est vrai qu'au lieu d'un changement à tout prix, il est plutôt utile de doter les citoyens et nos juridictions d'un outil simple et accessible. La loi ne peut jamais remplacer entièrement la raison des hommes dans le traitement des affaires de la vie. Les besoins d'une société sont si variés, les rapports entre les hommes sont si complexes, leurs intérêts sont si multiples et souvent divers et divergents qu'il est impossible de pourvoir à tout. La loi qui paraît la plus complète recèle malgré tout des difficultés les plus inattendues auxquelles les juges doivent, en se fondant sur leurs raisons, rechercher les solutions les plus acceptables d'une bonne administration de la justice au service de la paix et de la quiétude sociale, voire de la sécurité publique. Je vous remercie pour votre aimable attention. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2015, dite session de loi, se poursuivra dès ce jeudi avec l'élection entre autres des différents vice-présidents de l'institution. À la primature, le chef du gouvernement a procédé ce matin à l'installation officielle du comité ad hoc chargé d'instruire et de faire des propositions au gouvernement sur la question de l'accaparement des terres et la privatisation des pâturages. Ce comité de 19 membres aura donc à réfléchir en vue de mettre à la disposition de l'État un projet de texte permettant de pallier les lacunes. Essouf Samela et Maremadakou. Nonobstant l'existence de la loi de 1961 fixant la procédure de confirmation et d'expropriation des droits fonciers et coutumiers en République du Niger, de nombreux manquements sont à constater quant à l'accaparement des terres et la privatisation des pâturages. C'est partant de ce constat que le gouvernement du Niger, ayant placé cette question parmi ses grandes préoccupations, a jugé nécessaire de mettre en place ce comité. Un comité qui poursuit plusieurs objectifs. La première mission du comité, c'est la capitalisation des données existantes sur l'accaparement des terres et la privatisation des pâturages en zone pastorale et agro-pastorale. En deuxième lieu, il doit, comme vous l'avez dit, formuler des propositions au gouvernement en vue du démantèlement immédiat de tous les ranchs et autres installations ou en closure irrégulière ou non opportune, telle que prévue par la loi relative au pastoralisme. En troisième lieu, la conduite à travers une équipe restreinte, inspection générale de la gouvernance administrative, inspection générale des services du ministère de l'élevage, d'une enquête spécifique en vue de l'actualisation et ou la confirmation des informations et données existantes sur les rentes et les autres formes de privatisation ou d'occupation irrégulière ou inopportune des terres ou des pâturages en zone pastorale et agro-pastorale. Quatrièmement, la formulation de propositions alternatives en vue de l'adaptation et ou l'enrichissement des textes ou des dispositifs institutionnels et juridiques existants. Enfin,
la formulation d'autres propositions ou mesures d'accompagnement nécessaires, notamment destinées à conforter le statut ou le régime de protection ou de gestion des terres et des pâturages en zone pastorale et agro-pastorale, ainsi que la prévention et la gestion des risques ou conflits afférents. Tels sont donc, Excellence, les objectifs qui sont assignés à ce comité. Je profite simplement pour dire qu'il a 3 mois pour remplir cette mission. La tâche est certes délicate, mais au vu des compétences regroupées au sein de ce comité, le Premier ministre garde espoir quant à l'atteinte des objectifs. Cette problématique, messieurs les membres du comité, cette problématique d'accaparement des terres, qui n'intéresse pas que la zone pastorale et agro-pastorale, est une grande préoccupation au niveau des pouvoirs publics, parce qu'elle est porteuse de conflits divers. Et à l'allure où vont les choses, si on ne prend garde, cela pourrait être une grosse gangrène au niveau de notre pays. Et il est bon, à notre avis, que des mesures soient rapidement prises pour réglementer l'accès à la terre. Il y a actuellement une situation où beaucoup de personnes accèdent à la terre de manière désordonnée, de manière illégale et parfois de manière démesurée, parce que les superficies qui sont parfois accaparées par des individus sont hors de proportion. Alors cela a inspiré, au niveau du gouvernement, cela nous a inspiré un certain nombre de mesures que nous avions voulu entreprendre immédiatement pour mettre fin à ces pratiques. Mais nous nous sommes dit aussi que toute mesure qui est envisagée dans ce domaine mérite quand même, avant qu'elle ne soit entreprise, elle mérite d'être étudiée. Elle mérite que les spécialistes dans le domaine se penchent sur les différents cas qu'on observe aujourd'hui à travers le territoire national. C'est dans ce sens qu'il a été institué ce comité ad hoc, pour que dans un délai relativement court, nous puissions disposer d'éléments nous permettant de décider véritablement dans l'intérêt bien compris de l'État et des citoyens. Nous ne voulons pas, à travers ces mesures, commettre des erreurs, et c'est pourquoi nous avons estimé qu'il était nécessaire qu'un comité composé de toutes les compétences puisse nous donner les éléments nous permettant de décider en toute connaissance de cause. Alors, donc, nous avons pleinement conscience de ce que c'est une mission assez délicate, mais nous avons confiance en vos capacités. Vous n'avez pas été choisi au hasard, et nous souhaitons tout simplement que vous soyez le plus disponible possible pour que dans les délais, nous puissions disposer de cette étude. Sur ce, j'aimerais donc à partir de maintenant vous renvoyer à l'exercice de votre mission. Il est à noter que ce comité de 19 membres peut aussi faire appel en cas de besoin à d'autres personnes capables d'apporter un plus dans l'aboutissement de ce projet.
À la tête d'une forte délégation, la première dame, Dr Malika Issoufou, était tiers dans le Boboï pour le lancement des activités de la fondation Tatalin Iyali dans la région de Birni, et c'est le canton de Koigolo qui a servi de cadre à la cérémonie, une cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs membres du gouvernement, des députés nationaux au titre de la région, des autorités administratives et coutumières de la région et de plusieurs autres invités. Compte rendu, Salif Garba et Rabi Bakou. Fidèle à ses engagements pris à travers la fondation Tatalin Iyali d'œuvrer pour le bien-être des populations nigériennes, la première dame, Dr Malika Issoufou, était hier dans le Boboï, notamment à Koigolo. Koigolo qui reçoit pour la première fois la visite d'une première dame. C'est donc pour témoigner de toute leur gratitude pour le choix porté sur leur localité, pour le lancement des activités de la fondation dans le Boboï que les populations sont sorties massivement tout au long du trajet pour accueillir l'épouse du chef de l'État. Gratitude renouvelée dans les différentes interventions. Tout d'abord, le maire de la commune de Koigolo, puis la représentante des femmes et le préfet du département de Birningaure, Younoussa Sauna, qui, au nom des populations du département, a dit tout simplement merci à la première dame pour ses appuis multiples et multiformes aux différentes régions du pays en vue d'améliorer les conditions de vie des populations, particulièrement celles de la femme, de l'enfant et des plus démunis. Car la première dame n'est pas allée les mains vides pour cette première sortie dans le Boboï. Aujourd'hui à Koigolo, la fondation Tatalin Iyali apporte le sourire à des milliers de familles, l'espoir d'une grande production à des centaines de paysans. En effet, à l'occasion du lancement de ces activités dans le département de Boboï et en appui aux actions de développement de notre pays, la fondation Tatalin Iyali met à la disposition des populations de notre département une aide sans précédent. Cette aide est ainsi composée 200 motopompes à nos producteurs, 20 moulins à grains pour soulager les souffrances de nos femmes, 130 tables bancs pour nos collèges, 105 tonnes de céréales reparties 50% de riz et 50% de mil, une importante quantité de médicaments et autres produits sanitaires pour le CSI de Koigolo et le district sanitaire de Birningaure. Au nom des populations du département de Boboï, nous vous remercions infiniment, Madame la Première Dame. L'occasion a été ainsi mise à profit par le gouverneur de la région pour rappeler les actions de la fondation Tatalin Iyali au profit de la région de Dosso. C'est pourquoi, en réceptionnant le don, Abdoulaye Issa a réitéré le remerciement de toutes les populations de Dosso à la première dame et à sa fondation. La cérémonie qui nous réunit ce matin est significative à plus d'un titre. Elle consacre en effet votre engagement et votre persévérance aux côtés des autorités de la 7e République à construire durablement le Niger à travers les actions de votre fondation Tatalin Iyali qui s'intègre parfaitement au programme de la Renaissance. Je reste sensible lorsque récemment vous avez personnellement dépêché au gouvernorat de Dosso